Bonjour, je vois qu'on est quasiment au complet, donc on va pouvoir démarrer à l'heure, il est midi pile. Donc vous l'avez compris, l'idéal c'est d'être équipé d'oreillettes pour bien nous entendre. Voilà, vous avez le QR code ici pour vous connecter à la session et pouvoir nous écouter. Donc le thème de cette masterclass aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, le moteur de la transformation touristique. Thème qui intéresse, hein, on le voit avec la salle quasi complète. Moi, je suis Édouard Gérondeau, je travaille dans le pôle conseil de BPI France. Donc c'est une équipe qui intervient auprès des dirigeants de PME et de TI. En conseil stratégie, organisation, transformation digitale, dans cette mission de BPI France d'être aux côtés des entrepreneurs dans le développement de leur entreprise. Donc on intervient, on fait plusieurs milliers d'interventions chaque année, hein, et notamment dans le secteur du tourisme. Secteur du tourisme, c'est 8% un petit peu plus de 8% du PIB en France, c'est un secteur incontournable. Donc on se soucie des enjeux de transformation du secteur, et l'IA forcément c'est un enjeu de transformation central aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Erwan Simon qui va pouvoir nous parler de cet enjeu. Ce qui est intéressant, Erwan, et je te laisserai te présenter par la suite, c'est que tu es à la fois un entrepreneur. Tu es également dans un rôle de conseil habilité BPI France dans nos dispositifs de diagnostic IA. Et puis, au-delà du conseil, ta société géniale développe et met en place des vraies solutions concrètes, que ce soit pour des acteurs publics comme Atout France, tu nous le diras par la suite, ou auprès de TI du secteur du tourisme. Avec des solutions d'intelligence artificielle qui rendent des vrais services soit aux collaborateurs de ces entreprises, soit directement aux clients. Donc je te laisse te présenter et on rentre tout de suite après dans le contenu. Merci Erwan en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci Édouard, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Ça va? Ouais. Ok. Donc je m'appelle Erwan Simon, donc je suis le fondateur de Génial pour Generative IA Lab. C'est une entreprise que j'ai créée il y a 8 ans. On est basé à Bordeaux, 25 personnes. Et on a un peu plus de 50% de notre activité qui repose sur le tourisme. C'est le premier secteur par lequel on est rentré et qui nous a étendu finalement vers pas mal d'autres verticales. Et l'objectif ici, c'est de vous projeter finalement sur l'impact de l'IA dans cette filière. Parce qu'il y a plein de cas d'usage possibles. Et le fait de passer à l'action n'est pas si évident que ça pour la filière. Alors, quand Édouard m'a proposé d'adresser le sujet de la transformation touristique et de l'IA, un des grands sujets qu'on a parmi nos clients, c'est quand on parle de transformation IA, il y a transformation digitale aussi. Et finalement, quand on regarde les sites Internet qui sont tous arrivés au début des années 2000 par rapport à aujourd'hui, à part un peu de refonte graphique et des destinations qui ont changé par rapport aux enjeux géopolitiques, on se rend compte que les sites n'ont pas énormément évolué. Alors c'est vrai pour GoVoyage, c'est vrai pour Promo Vacances, je peux vous citer Leclerc Voyage, Carrefour Voyage, etc. Tous sont concernés finalement par une transformation qui n'a pas été si forte que ça en digital. Dans l'IA, c'est différent. Dans l'IA, c'est différent, ça va beaucoup plus vite. Par contre, ce n'est pas si facile que ça. Dans les acteurs du tourisme aujourd'hui, on est quand même sur 2 Américains sur 3 qui utilisent l'IA dans leur voyage. Et on est sur le tableau de Harvard ici, sur une adoption de l'IA qui est supérieure à l'adoption d'Internet au début des années 2000 et supérieure à l'adoption des ordinateurs dans les années 85. Donc on est dans le vrai sur l'adoption, mais pour autant dans les entreprises, elles sont confrontées à 3 problématiques qui sont propres au tourisme. La première, c'est la data. Dans le secteur du tourisme, la donnée de la disponibilité, la donnée des destinations, des événements, on est sur de la donnée chaude auxquelles, par défaut, les ChatGPT et les Mistral, etc., n'ont pas été entraînés pour savoir à quelle heure est le feu d'artifice au bassin d'Arcachon. Donc ça, c'est une vraie problématique.
La deuxième, c'est que d'un point de vue culture, dans le monde du tourisme, il y a un gros turnover. Il y a beaucoup de saisonniers. Donc il y a des gros enjeux d'adoption, de cette transformation du changement, de change qui est vraiment à déployer. Et la troisième, c'est que finalement, c'est assez difficile pour les acteurs du tourisme de savoir par où commencer. C'est un peu la notion du DIAG IA BPI, c'est de se dire il y a beaucoup de cas d'usage, mais lequel va avoir réellement le plus d'impact. Donc ce qu'on va adresser pendant cette trentaine de minutes, c'est le premier élément qui, selon moi, la révolution IA n'a pas vraiment commencé. On est aux prémices. Le deuxième, c'est quels sont les cas d'usage qui émergent. Et le troisième, finalement, c'est comment y aller de manière concrète. Alors pourquoi elle n'a pas vraiment commencé? Alors il y a eu un coup de départ, finalement, le 30 novembre 2022, où ChatGPT est lancé au public et on se rend compte qu'il y a un buzz. Alors il y a un buzz pourquoi? 5 jours pour faire 1 million d'utilisateurs. Alors est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? 1 million en 5 jours, c'est ce qu'a fait Airbnb dans le tourisme en 2 ans et demi. Donc on se rend compte qu'il y a une accélération mondiale dans l'adoption. Et ça, c'était en 2022, donc effet buzz, effet mode, sauf qu'en avril dernier, 1 million d'utilisateurs nouveaux en moins d'1 heure, avec leur nouveau système d'image. Donc l'adoption est en train d'exploser et on n'est pas au bout de la courbe de croissance, très clairement, avec tous les mois, et vous le voyez sur les réseaux sociaux, dans la presse et tout ça, des nouveautés qui arrivent d'OpenAI, de Claude, de Mistral, mais aussi de Google, de Microsoft. Et donc finalement, les gros arrivent. Donc l'innovation va être plus lente, mais l'innovation va être très impactante. Et elle va continuer parce qu'il y a encore plus d'argent qui arrive sur le marché. Aux États-Unis, 500 milliards annoncés. En France, 109 milliards par le président. En France, 100 milliards, c'est le budget de l'investissement du parc nucléaire dans les années 70. Donc quand on regarde aujourd'hui l'impact des tranches nucléaires qu'ont sur notre économie, c'est-à-dire que dans 50 ans, ce qu'on est en train de démarrer ici, l'IA aura le même potentiel d'impact. D'accord? Donc, pas de boule de cristal, et je ne suis pas là pour vous dire ce qui va se passer avec l'IA. J'essaie juste de transposer l'impact qu'il est susceptible d'avoir dans notre quotidien. Ce qu'on voit aujourd'hui à travers BPI, notamment dans les diagnostics et plus largement, c'est qu'il y a un taux d'adoption des entreprises qui reste assez limité encore. 24% des entreprises ont vraiment démarré à l'adopter. Et le constat quand même, c'est que ChatGPT ne suffit pas en interne. Alors il y a plusieurs limites. La première, c'est que, et je l'évoquais un petit peu au début, ChatGPT ne connaît pas votre entreprise. Elle ne connaît pas votre secteur d'activité. Donc quand une équipe va poser une question à ChatGPT sur votre activité, il a bon, il n'a pas bon. À la limite, ça, le problème, c'est qu'il ne le sait pas. Mais si vous avez un nouvel entrant qui ne connaît pas spécialement votre entreprise, il va considérer que c'est vrai. Donc là, il y a un vrai problème de connaissance de votre entreprise et de votre secteur. Le deuxième problème, c'est que ChatGPT fait des erreurs. On appelle ça des hallucinations. Et donc ça, forcément, dans le tourisme, si on me demande des activités à faire ce soir et que les activités n'existent pas, c'est un problème. Nous, on l'a fait en Martinique avec Fort-de-France. On a créé un guide de voyage. Et plus on était exigeant dans ce qu'on voulait faire autour de Fort-de-France, plus il avait une tendance à nous inventer des activités de kayak, nous inventer des restaurants, alors qu'il y avait des restaurants à côté qui étaient bel et bien présents. Et le troisième élément, c'est qu'il est inconsistant. Et donc pour toute entreprise qui veut industrialiser un process, quand on lui pose 2 fois la même question et qu'il amène 2 réponses différentes, et ben forcément, c'est un gros problème d'industrialisation. Donc aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère, celle qui, selon moi, va vraiment changer le quotidien des entreprises. Ce sont les agents IA. Donc vous en entendez pas mal parler, c'est le marché de l'agentique qui est finalement la suite logique parce que les IA conversationnels généralistes ne sont pas en capacité d'adresser les besoins des entreprises. Alors vous en voyez, sans le savoir, en réalité, sur les réseaux sociaux, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes sur Instagram et autres qui sont en réalité des IA sans vraiment le savoir. La particularité, c'est que toutes les entreprises ont une tendance à assez souvent humaniser les IA, qu'ils soient en interne ou en externe, voire même souvent les féminiser. Donc ça, c'est une des particularités de ce marché. C'est vrai dans le tourisme, c'est vrai dans tous les autres secteurs. La particularité des agents, et pourquoi ça vient craquer les problèmes de ChatGPT, c'est qu'on leur donne un rôle. C'est-à-dire qu'un agent qui est là pour aider le processus RH, pour aider les conseillers de voyage ou pour aider la vente en call center, eh bien, en fait, on va leur donner des rôles bien délimités.
Et à des rôles délimités, on va leur donner une base de connaissances, des données spécifiques. Donc là, il va être pertinent, il va avoir un périmètre d'intervention. On va du coup lui donner des actions. S'il utilise le fameux logiciel Orchestra qui anime vraiment cette industrie-là, il va être en capacité de traiter des actions de saisie dans les logiciels. Donc on gagne un temps énorme dans le fait de passer moins de temps sur les outils. Et bien sûr, il va du coup avoir des garde-fous. Donc quand on va lui demander des activités à faire en Martinique, il ne va pas me créer une activité de kayak, il va dire je ne sais pas. Ou il va se concentrer sur une base existante. Et enfin, le dernier élément essentiel, c'est qu'on va lui dire dans quel environnement il parle. Si je lui pose une question par email ou si je lui demande par WhatsApp, par email, il va me répondre de manière exhaustive à ma question, parce que c'est asynchrone, on va dire. Par ces WhatsApp, on va plutôt avoir une succession de questions, donc on a tendance à répondre de manière courte et à continuer les questions, et on est plutôt dans une logique de discussion. Donc ça, c'est l'ère des agents. Et alors, ces agents vont s'appliquer dans toutes les activités du tourisme. Pour nous, aujourd'hui, il y a 5 moments de vie dans lesquels les agents IA sont développés. Alors, tu parlais d'Atout France. Pour donner quelques références, on travaille avec les Grottes de Lascaux, on travaille avec Charente Tourisme, Provence Tourisme pour les acteurs publics. Dans le privé, on parle d'Utopia, on parle de Sea Blue, on parle de l'hôtellerie de Saint James, restaurant étoilé à Bordeaux. Donc, on a une 50aine d'acteurs aujourd'hui dans le secteur du tourisme, plutôt PME, ETI, voire grands groupes pour le secteur. Donc, le premier cas d'usage qui remonte, finalement, c'est le fameux sujet de la réservation touristique. Dans la réservation touristique, dans le tourisme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un voyageur met 45 jours à se décider sur une destination et consulte 141 pages sur Google. Donc, quand on dit que ChatGPT vient remplacer Google, bah forcément, ChatGPT vient remplacer aussi la manière de décider de sa prochaine destination de vacances. Aujourd'hui, si je veux partir de Bordeaux à Noël, pour rester en Europe, en avion, au soleil avec des enfants, il va être capable de me donner les 3 destinations en quelques secondes sans que j'ai à faire ma recherche. Donc forcément, c'est beaucoup plus puissant. Et la particularité, c'est que 3 voyageurs sur 5 aujourd'hui, quand ils décident de partir en vacances à Noël, ne savent pas où ils vont. Donc forcément, il y a un temps d'éducation, d'orienter un futur voyageur vers une destination et forcément pour un tour opérateur, de l'orienter vers une destination qui correspond au portefeuille d'activité, au package qu'il a en stock. C'est à l'image de ce qu'on fait pour Charente Tourisme ici. Vous avez Isia, qui vient totalement repenser une refonte de site internet, puisque au lieu de penser un site avec 10 000 pages, avec le maximum de contenu, où avant l'objectif c'était que je passe le plus de temps possible sur le site internet, aujourd'hui l'inverse, c'est on doit amener la réponse le plus vite possible à l'utilisateur. Si ce n'est pas le cas, il ira ailleurs. Donc toutes les destinations touristiques sont challengées aujourd'hui dans la logique d'apporter une réponse qui est plus rapide, plus pertinente, plus personnalisée. Et ça, l'IA, pour le coup, elle sait très bien le faire à partir du moment où elle a une base de connaissances. Et ici, donc j'ai posé la question quoi faire ce week-end à La Rochelle avec mes enfants s'il pleut. Donc vous voyez tous les critères qu'il aurait fallu que je mette si j'étais dans les vieux systèmes de critérisation. Il va me fabriquer une réponse spécifique, un peu à la Perplexity si ça vous parle, qui est branchée sur des API, donc sur des informations complémentaires comme la météo, comme des billetteries, de la cartographie, des photos et des réponses. Et des réponses qui amènent en réalité des suggestions de questions. Et là où c'est la clé, c'est que les gens posent 5 à 8 questions successives. Donc avant, les acteurs avaient des sites internet où pour traquer, ils avaient Google Analytics Matomo pour cliquer, voir les clics, les tendances. Aujourd'hui, ils ont des outils comme ce qu'on a développé, Genialitica, qui récupèrent toutes les requêtes des utilisateurs. Donc d'un coup, d'un point de vue persona client, Pierre et Vacances, par exemple, sont passés de 20 personas à 200 personas. Vous êtes capable de segmenter beaucoup plus l'information client, toutes les campagnes marketing, identifier les nouvelles tendances, les besoins émergents, les nouvelles destinations. Donc forcément, ça amène un actif. Donc aujourd'hui, les destinations se posent beaucoup la question, est-ce que mon site est mort? Non, pas du tout. Mais il faut le bouger pour qu'ils soient capables de collecter des nouvelles informations qui sont dorénavant possibles. Donc l'impact de la recherche par l'IA, c'est quoi? C'est je réponds beaucoup plus vite aux demandes de mes voyageurs. Donc tous les acteurs, que ce soit les destinations, les tours opérateurs ou autres, ont des services clients qui ont pour habitude de répondre pour 70% des questions, c'est toujours les mêmes. Donc là, la valeur ajoutée de chaque personne qui répond derrière un ordi ou au téléphone est très limitée. Aujourd'hui, l'IA traite ça très bien. Ce qui fait que les questions complexes, par contre, sont reprises en gestion
par les experts qui savent conseiller une destination ou des packages. C'est vrai dans le marketing. Je parlais des personas, forcément, vous étendez votre gamme, votre compréhension d'utilisateur, et derrière, toutes vos campagnes Google ou autres peuvent être complétées. C'est vrai aussi dans la capacité à avoir un meilleur NPS, puisque vous répondez plus vite aux questions, donc vous créez finalement un lien plus fort avec vos clients. C'est vrai sur le sujet du SEO et surtout du GEO, donc comment votre marque est référencée sur ChatGPT. C'est beaucoup plus critique que Google, puisque maintenant, sur ChatGPT, l'impact, c'est que les gens ne cliquent plus sur les sites. Ils restent sur ChatGPT. Donc, vous devez devenir une marque de référence dans votre secteur, parce que sinon, ça sera votre concurrent. Ça, c'est sûr. Perplexity et les autres ont tendance à s'appuyer sur entre 5 et 20 sources. Si vous n'en êtes pas, très vite, les marques seront déclassées. Bien entendu, quand je parlais de récupérer sur Genetica les informations, c'est que depuis 20 ans, les entreprises ont développé un capital data. Aujourd'hui, il y a un capital IA qui est en train d'apparaître. Par contre, pour développer un capital, il faut structurer des fondations, stocker cette data et voir ce que vous pouvez en faire. Donc forcément, il faut en interne avoir des gens qui vont déjà réfléchir au coup d'après et à capitaliser sur ce qui arrive. Bien entendu, donc je parlais des agents comme Marianne sur Atout France. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a une capacité de fabriquer un volume de contenu qui a totalement changé aujourd'hui de par les outils de génération d'images, de traduction. Donc aujourd'hui, ça change forcément la manière d'aller taper aussi des nouvelles audiences. Et enfin, la conversion. Si j'ai un chiffre à donner, pour un gros groupe hôtelier français à l'international, ces réservations venant de ChatGPT sont encore l'épaisseur du trait, mais elles sont multipliées par 2 tous les mois. Donc c'est-à-dire que dans 24 mois, ce qui aujourd'hui en apparence n'est pas énorme, il va commencer à peser. Donc ce groupe hôtelier, ils voient le coup venir, donc forcément ils sont en train de structurer une stratégie pour que dans 24 mois, ils aient la première position et fait en sorte que la conversion via ChatGPT puisse se faire. Donc forcément, en chiffres, ça se ressent. TripAdvisor a été parmi les premiers. Quand on a lancé Marianne, au même moment, TripAdvisor a lancé son compagnon de voyage également. Ils sont dans une logique où ils arrivent à multiplier par 3 le revenu généré par les utilisateurs qui se mettent à utiliser leurs fonctionnalités IA. Donc là, on rentre dans une logique de ROI, bien entendu. Ce n'est pas trivial d'aller trouver le ROI pour des investissements comme cela, mais on a quand même des sons de cloche du marché qui montrent bien que c'est en train de se monétiser. Donc là, on est dans toute la phase de réservation qui est le nerf de la guerre aujourd'hui dans l'industrie. Mais forcément, dans le voyage, il y a aussi tout ce qui est conciergerie, accompagnement des voyageurs sur place, promotion des activités et surtout fidélisation, parce qu'on sait notamment, par exemple, dans les campings, qu'il y a un taux de fidélisation d'une année sur l'autre qui est très élevé. Donc aujourd'hui, il y a énormément de cas d'usage qui apparaissent sur la préparation au séjour. Quand les gens vont en vacances, en général, les parents sont assez stressés les 30 derniers jours pour savoir s'ils ont tout prévu, s'ils ont les draps, s'ils arrivent au bon horaire, s'il y a un parking sur place, etc. C'est très logistique, mais c'est la vraie vie. Et donc ce stress, il y a un enjeu d'essayer de le réduire. Le pendant séjour, forcément, si je suis un opérateur de camping, un groupe hôtelier, j'ai la masse des gens qui sont sur place que je peux envoyer vers les hôtels, vers les théâtres, vers les théâtres, vers les restaurants, vers les activités. Donc eux, ils ont une manne qui est très sous-exploitée aujourd'hui dans la capacité d'animer finalement les activités sur place. Et après l'après-séjour, très clairement, dans cette logique de fidélisation, de collecte d'informations, de récolte de feedback, aussi pour gérer ce qui s'est mal passé et retourner finalement le client pour la prochaine fois. Donc c'est ce qu'on a fait pour Marianne en 2024 pour les Jeux Olympiques, quand Atout France et l'État nous ont demandé de développer un compagnon de voyage par IA, où là, la problématique, c'était quoi? C'est que dans l'IA, souvent on dit pas de data, pas d'IA. Utiliser une base de données propre touristique en France, c'est pas évident. Donc, il y a des bases de données comme Data Tourisme qui existent, comme les systèmes d'information qui existent, mais pas exhaustifs, souvent des photos, des horaires erronés. Donc, on a dû fabriquer, compléter cette base de données, donc 350 000 points d'information, points d'activité comme on les appelle. Et ça, finalement, on a créé un moteur de recommandation que vous pouvez imaginer dans n'importe quel secteur.
Mais ici, Marianne récolte des informations sur votre budget, avec qui vous venez, où est-ce que vous voulez aller, quel type d'activité vous voulez faire, et qui va faire une première proposition d'itinéraire. Et là, on est bien dans l'IA. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'hyper-personnalisation, bien entendu, mais on donne la main à l'utilisateur ensuite pour corriger, pour adapter le voyage. L'idée de l'IA n'est pas d'avoir bon. L'idée de l'IA est d'éviter la page blanche, d'avoir une première version pour ensuite faire en sorte que la personne puisse peaufiner son itinéraire, le partager sur WhatsApp avec ses amis et faire en sorte qu'il valide cet itinéraire. Donc quand je parlais des 141 jours passés, 141 pages passées en 45 jours, vous voyez, là on compresse énormément le temps et on voit aujourd'hui que la valeur de l'IA, c'est de gagner du temps dans l'ensemble des outils digitaux qui ont été inventés sur les 20 dernières années. Gagner du temps pour les voyageurs, gagner du temps pour les équipes. C'est le cas par exemple avec Utopia. Ils ont développé avec nous UtoChat, qui est toute une logique d'agents, d'interfaces conversationnelles qui sont mis à disposition de l'ensemble de leurs équipes. 500 personnes en basse saison, 2000 personnes en pleine saison. Donc forcément, il y a du recrutement, il y a de la montée en compétences, il y a de l'expérience et du savoir à partager entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et donc l'intérêt du UtoChat ici, c'est d'avoir finalement des agents spécialisés qui sont capables de reprendre les métiers qu'ils ont l'habitude de faire au quotidien et faire en sorte qu'ils puissent gagner du temps aujourd'hui dans ce qu'ils font et gagner dans la qualité de vie au travail. C'est-à-dire sortir toutes ces tâches qui sont pénibles, chronophages et qui apportent très peu de valeur à leur travail. Et un dernier cas d'usage, c'est la fameuse, pour moi, qui est un des grands combats de cette industrie touristique, c'est les logiciels. Ce sont quand même des logiciels qui ont assez peu évolué avec leur temps. On parle des PMS, on parle des channel managers, on parlait d'orchestra, des carnets de voyage, des outils de traduction, de brochures, la facturation. Donc tout ça, c'est des outils qui sont aujourd'hui assez chronophages. Et dorénavant, les IA sont capables de faire ce qu'on faisait nous sur ces logiciels en termes de saisie. Donc ça change pas mal de choses parce que si j'ai besoin de mettre à jour un prix, si j'ai besoin de... on parlait du Saint James tout à l'heure, de mieux gérer ma cave à vin. Ils ont 14 000 bouteilles, 2000 références. Donc gérer le stock de la cave à vin, c'est un petit sujet. Gérer la réservation, tous les matins, ils gèrent des plannings sur les nouveaux arrivants de la clientèle haut de gamme. Donc ils passent 1 heure à consolider tous les matins qui c'est qui arrive sur place. Donc aujourd'hui, les cas d'usage sont très nombreux dans la manière de faciliter la vie de l'ensemble des collaborateurs. Alors finalement, la question c'est comment y aller, par quoi commencer, comment profiter de cette révolution IA. Alors selon nous, c'est, on va dire, la promesse aussi de Génial, c'est les 3 U de l'IA. Réussir la transformation IA, c'est faire de l'IA qui est utile, utilisable, utilisée. Et donc l'IA utile, c'est notamment à travers les diagnostics BPI, c'est de comprendre ici quelle est la feuille de route qu'on va pouvoir prioriser, quels sont les cas d'usage qui peuvent vraiment avoir de l'impact. Et quand on parle de cas d'usage qui peuvent avoir l'impact, c'est quel ROI on parle et quelle vitesse de mise en œuvre. Alors bien sûr, on parle de sécurité des données, RGPD, tout ça, mais en réalité, il y a plein de projets IA qui n'ont pas besoin de données personnelles. Et donc, dans le cadre de l'IA Act et des enjeux de RGPD, forcément, la composante de est-ce que c'est un projet avec de la donnée critique déclasse très souvent des projets avec de la donnée personnelle. Donc ça, c'est souvent les conseils qu'on a avant de se dire, en fait, on va falloir avoir l'équipe juridique pendant 6 mois pour travailler à tous les risques et les incidences de l'IA Act. Et pendant ce temps-là, on a raté 6 mois de boulot sur des projets qui étaient simples. Donc, il y a un enjeu énorme à identifier 3 à 10 cas d'usage. Dans la plupart des organisations où on va, on est entre 50 et 150 cas d'usage qui sont remontés par les équipes. Et donc, l'objectif, c'est d'en garder entre 3 et 10 pour avoir une feuille de route sur les 6 à 18 prochains mois là-dessus. Donc là, le Diag BPI, c'est là où toutes les entreprises PME, ETI, ont droit à 42% de subvention, donc l'équivalent d'à peu près de 7 000 € de subvention pour engager une démarche comme celle-là. Donc ensuite, quand on priorise les projets, on a cette matrice classique des cas d'usage qui vont avoir un ROI très élevé, un ROI modéré, ou qui auront une mise en œuvre court terme, long terme. Donc ça, forcément, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+8 pour savoir qu'on va aller prendre les éléments de la matrice plutôt en haut à droite et qui vont répondre aux enjeux stratégiques de votre boîte.
Si vous avez des enjeux de croissance, des enjeux de rentabilité, des enjeux de service client, forcément, il faut regarder les cas d'usage qui vont coller en fonction de votre business. Donc l'idée, ce n'est pas de faire un copier-coller de votre copain de la boîte d'à côté. C'est que forcément, les cas d'usage ici, ils répondent à des objectifs business. Donc un des grands enjeux de savoir faire de l'IA utile, utilisable, utilisée, c'est d'abord de se dire, c'est quoi la stratégie de la boîte, c'est quoi les combats qu'on mène en 2025-2026, et ensuite on voit comment l'IA peut aider. Et pas l'inverse. Cherchons pas à mettre de l'IA partout. Donc ça, c'est vraiment un enjeu stratégique dans la manière d'adresser le sujet. Et alors, on arrive sur le grand sujet. Alors là, c'est à la mode en ce moment, adoption IA. Tout le monde en parle. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que l'adoption n'a pas lieu, ou pas si fortement que ça. Donc dans les équipes, partout où on fait un diag, on a 30-50% des gens qui utilisent l'IA individuellement, ce qu'on appelle la shadow IA. Mais en fait, ça a du mal à passer à l'échelle collective. L'IA a une valeur collective et aujourd'hui, le challenge principal des entreprises, c'est d'identifier, de faire en sorte que l'IA serve à la boîte et pas juste à la productivité individuelle. Donc ça, nous, on a développé une méthodologie depuis qu'on fait l'IA, qu'on accompagne, qu'on développe. On est éditeur de logiciels, donc on développe des solutions complètes. Pour réussir, selon nous, l'adoption de l'IA, elle passe en 6 temps. La première, c'est de mettre le plus vite possible des chats et des agents IA dans les mains de vos équipes. Bien sûr, dans un cadre sécurisé. Inutile de donner de ChatGPT gratuit à vos équipes avec des fichiers Excel ou des comptes rendus de vos réunions. Donc là, il faut choisir les bons outils et ce que vous allez utiliser. Mais l'objectif, c'est que vite, ils l'utilisent. Pourquoi? Parce que là, on est dans une courbe de l'innovation. Donc il y a 3 typologies d'utilisateurs chez vous. Il y a les early adopters, ceux qui l'utilisent déjà eux-mêmes et ils ne vous ont pas demandé l'autorisation. Il y a la majorité dormante qui sera prêt à l'utiliser une fois qu'ils verront l'utilité. Et après, vous avez les réfractaires. C'est propre à chaque innovation, c'est normal. Et dans l'IA, les réfractaires, il suffit de lire la presse, forcément, pour avoir plein de réfractaires. Ça va piquer mon job, ça tue la planète, ça va faire plein de choses où il y a plein de bonnes raisons pour ne pas utiliser l'IA. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les gens les plus réfractaires, c'est ceux qui ont le moins utilisé l'IA. C'est toujours pareil. Parce qu'ils n'ont pas vu ce que c'était réellement, que c'était simplement un outil qui pouvait les aider. Donc forcément, il faut sensibiliser et les amener à utiliser ces outils. Deuxième élément, et ça c'est le contraire du shadow IA, c'est de regarder ce que les gens font avec. Il faut comprendre les usages. Forcément, il faut se concentrer sur les indicateurs, qui les utilise, identifier en interne qui pourrait devenir les référents IA dans les différentes équipes. Ensuite, une fois qu'on a nos groupes utilisateurs, on forme, on sensibilise en fonction du niveau de maturité. Niveau de maturité, il y a 4 groupes pour nous dans les entreprises. Il y a ceux qui l'utilisent énormément, ceux qui l'utilisent en mode avancé, les débutants et les non-utilisateurs. Et donc, tous les programmes de formation ont intérêt à adapter le contenu en fonction du niveau de maturité de chacun. Ensuite, il y a le share. Un des enjeux clés, c'est de faire en sorte que ceux qui l'utilisent et qui ont trouvé de la valeur dans votre entreprise, c'est de les mettre en avant. Faire des petites vidéos en disant moi j'utilise sur tel logiciel, ça me fait gagner 1 heure par jour. C'est le meilleur levier pour convaincre les voisins de bureau à l'utiliser eux-mêmes sans que ça soit du top-down hiérarchique où forcément il y aura un temps qui sera relativement long dans la prise en main. Et une fois qu'on a fait ça, vous allez voir, les équipes vont dire ah ouais mais là ça marche pas, ça va pas assez loin, on a besoin de ça, on a besoin de tel outil connecté à l'IA et on va commencer à faire du build. Il y a 1 an, on faisait du build et après on faisait ça. Et en fait, on faisait du build mais sur des projets qui n'étaient peut-être pas les plus impactants. Aujourd'hui, si vous commencez par le run, après on voit qu'est-ce qu'on doit améliorer de manière assez pragmatique. Et le dernier point, le Trust AI. Alors celui-là, nous, on l'a ajouté il y a à peu près 3-4 mois. On ne l'avait pas identifié. Et en réalité, c'est peut-être le truc le plus difficile à avoir et à faire en sorte qu'on puisse être à 90% d'adoption. En fait, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'avoir confiance en l'IA. Et c'est vrai dans vos équipes et c'est vrai pour la direction. Parce que le jour où vous mettez une IA qui parle à des voyageurs, si elle crée un événement, si elle crée un POI, vous êtes sûr que la direction, le lendemain, stoppe toute initiative autour de l'IA. Donc, il y a besoin de mettre en place un contrôle qualité, un suivi et une mesure, finalement, de la satisfaction des utilisateurs internes et externes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mesure de l'IA.
Donc il y a beaucoup d'écriture de dossiers sur comment avoir la confiance, la capacité à rectifier les erreurs, la capacité à ce que le coût de l'erreur ne soit pas trop cher pour une entreprise. Donc il y a des vraies stratégies sur la Trust AI qui est aujourd'hui ce sur quoi on travaille. Alors les deux derniers éléments pour conclure. Et j'étais avec Michel Durieux, le directeur général d'Utopia tout à l'heure, qui parlait. Ils ont engagé l'IA massivement. Et comme il dit, il n'y a pas d'IA sans humain. L'enjeu majeur de l'adoption de l'IA dans les entreprises ne passera qu'à partir du moment où il y a une appropriation des équipes. Donc ce n'est pas l'IA contre les humains. Par contre, ce qu'on observe quand même, c'est l'impact sur l'emploi. Alors c'est pas ça va piquer mon job, mais par contre on voit une baisse du recrutement des juniors et une hausse du recrutement des gens expérimentés. Ça, c'est des études sur des milliers d'embauches qui ont eu lieu aux États-Unis. Alors, qui s'expliquent assez bien. Aujourd'hui, l'IA remplace très bien le savoir académique. Donc, remplace très bien des jeunes qui n'ont pas d'expérience et qui, même s'ils utilisaient l'IA, ne seraient pas capables de voir les erreurs. À l'inverse, les gens qui ont l'expérience du métier savent détecter les erreurs de l'IA. Et là, la valeur, elle est très forte. Parce que c'est eux qui sont au cœur du système. Et c'est là où le savoir-faire et l'expérience dans les entreprises devient clé. Et c'est pour ça que finalement, les gens expérimentés dans les boîtes, selon moi en tout cas, et c'est plutôt positif pour la suite de ce qu'on veut faire collectivement en France, va donner du poids au rôle de l'expérience, au rôle du savoir-faire. Par contre, ce qu'il va falloir, c'est que ces personnes-là transmettent aux jeunes, ceux qui prendront la suite. Et on n'est pas dans un conflit de génération, on est dans le fait que les seniors ont besoin d'éduquer les juniors à prendre l'expérience, à avoir un regard critique sur l'IA, à se dire que quand l'IA dit une ânerie, il faut savoir se poser la question. Donc ça, c'est une vraie... C'est pas ce qu'on lit forcément aujourd'hui encore dans la presse, mais c'est ce qu'on constate sur le terrain. Donc si j'ai une conclusion à donner, aujourd'hui, et c'est pas nouveau, puisque Einstein le disait, les ordinateurs sont rapides, précis, stupides. Nous sommes lents, inexacts et intelligents. L'objectif, et j'espère que s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est que la meilleure sortie de l'IA pour le secteur du tourisme, c'est d'utiliser notre savoir-faire et l'IA dans notre quotidien. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Erwan. Tu as brossé pas mal de domaines, hein, je pense, qui ont certainement attiré l'attention du public, et notamment de chefs d'entreprise, sur la performance, le marketing, la tarification. Donc, ce que je vous propose, vu qu'il nous reste un petit peu de temps, si vous avez des questions que vous souhaitez adresser, levez la main, je vous passe le micro. Oui. Vous avez dit que vous travaillez avec BPI sur le Diag IA. Vous pouvez en parler un peu, ou alors je sais pas, vous pouvez en parler un peu. Le Diag IA, c'est une dizaine de jours d'intervention qui se fait en 3 temps. Un premier qui est l'état des lieux de l'entreprise. Donc on intervient dans l'entreprise pour faire des interviews, comprendre le niveau de maturité de l'entreprise sur le sujet de la data, sur le sujet de l'IA, sur les enjeux business qu'ils ont. Donc ça, c'est entre 2 et 4 jours en général, en fonction de la profondeur de l'entreprise. Le deuxième temps, c'est l'identification des axes de valeur IA. Donc après avoir fait cet état des lieux, on fait remonter l'ensemble des cas d'usage possibles des équipes métiers. Donc on intervient équipe par équipe, métier par métier, pour être capable de détecter entre 10 et 20 cas d'usage pour l'ensemble des différentes fonctions. Et la troisième étape, c'est la recommandation. Donc nous, on a une matrice sur une logique de 3 grands critères. Donc le ROI, la simplicité de mise en œuvre et l'alignement stratégique. Typiquement, je parlais du Saint-James des Relais Châteaux. Il y a une consigne stratégique internationale de dire on ne déshumanise pas la relation humaine des hôtels avec leurs clients. Donc, d'un point de vue d'intérêt stratégique, tous les projets où l'IA parle à des clients est éliminé, par exemple. Donc, suite à ça, en fait, on arrive assez bien à faire des recommandations auprès d'un CODIR sur la dizaine de cas d'usage qui seraient priorisés par rapport aux autres. Donc, et financièrement, c'est une dizaine de jours, 13 000 € et 42% prise en charge par BPI. Et pour le coup, la particularité, donc s'il y a un site qui s'appelle Diag IA BPI, c'est un formulaire très simple. Il y a une réponse en 2 semaines, ça va très vite. Donc c'est vraiment quelque chose de simple à mettre en œuvre.
Oui, vous pouvez consulter le site diag.bpifrance.fr. Donc, vous retrouverez effectivement le Diag Data IA aux conditions que tu as explicitées. Il y a également d'autres diagnostics un petit peu au même format sur la transition énergétique. Je vous laisse découvrir ça. Mais c'est parfaitement adapté aux PME. Et puis sur le Diag Data IA, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a tout un parcours. En fait, c'est un point de départ. Si vous voulez aller plus loin dans la mise en œuvre, c'est prévu dans la suite des offres d'accompagnement BPI France. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Et pour les TPE, c'est adapté également? Alors effectivement, donc pour les petites entreprises, hein, nous, dans l'idéal, on va considérer que à partir de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, si vous êtes dans une logique de croissance et avec également des effectifs, vous êtes potentiellement éligible à partir du moment où effectivement ça coûte, il y a un reste à charge un petit peu supérieur à 7 000 euros pour un accompagnement d'une dizaine de jours, si vous êtes prêt à y aller. Oui, alors après, donc Génial fait partie des experts habilités, donc vous pouvez mentionner Erwan Simon dans votre questionnaire de souscription. Personne, on est peut-être trop petit. Ouais. Oui, souvent, on en parlait tout à l'heure au Deep Tech, quand vous êtes 2 à 5 personnes, aller chercher un ROI de l'IA sur des solutions sur mesure est difficile à trouver. Par rapport à des solutions de ChatGPT, Mistral et autres, où pour 30 euros, vous avez déjà un outil qui peut aider à passer les prochains paliers d'arriver à 10 personnes. Donc, ça peut aider à faire une feuille de route et une stratégie, mais en général, nous, on détecte moins, en tout cas, de levier de valorisation de l'IA sur une petite structure. À discuter avec votre chargé d'affaires BPI France si vous en avez. Je passe la parole à monsieur qui... Bonjour monsieur, vraiment très belle présentation. Alors moi c'est Daryl, je suis chargé des relations publiques à Epitech Bénin et ma question est la suivante. Pendant la présentation, vous avez parlé des pratiques qu'on commence pas à observer avec l'intelligence artificielle où les gens restent sur ChatGPT par exemple pour faire leurs recherches. Et vous avez émis cette opportunité-là d'avoir des institutions qui vont venir maintenant certifier certaines sources de données comme fiables. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe déjà des institutions du genre qu'on connaît ou c'est plutôt du Google ou du Meta qui viendrait à un moment donné proposer ce genre de service? Quel est votre avis là-dessus? Je pense que les institutions ont un rôle favorable à se positionner sur ChatGPT parce qu'on voit aujourd'hui que quand je pose une question sur le tourisme ou sur le financement d'entreprises, BPI, Atout France, tous les acteurs institutionnels remontent de manière très favorable parce qu'ils ont déjà un score Google en référencement qui est élevé. Vu que vous avez déjà cette notoriété, vous êtes votre source est bien valorisée. Donc aujourd'hui, pour moi, les institutions sont plutôt dans une phase favorable à condition de continuer à travailler ce référencement, où là, il y a des méthodologies qui commencent à être élaborées. C'est encore très test and learn, mais voilà, il y a nous, on travaille avec le Cercle des Voyages, par exemple, hein, qui a Billet Discount et d'autres sites, et avec qui on travaille sur son référencement, donc GEO. Mais là, de manière très modeste, c'est du test and learn parce qu'il n'y a pas de règles claires sur le positionnement. Oui, je vais passer le micro. Je me dépêche. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure de la classification des data. Et j'étais curieuse de ça, de savoir comment vous aviez réussi à classer les data de Data Tourisme. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille depuis longtemps. Oui. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on a fait à l'époque, en 2023-2024, et ce qu'on fait aujourd'hui. Ça a pas mal changé. En fait, on a travaillé comme par défaut, on travaille sur Data Tourisme, et ensuite, on a branché les API sur des sources tiers, notamment Google. Donc, on a été prendre les photos libres de droit, on a été prendre les horaires, et donc, en fait, on a été agréger un très gros volume de sources variées pour faire en sorte qu'on ait une base de données propre.
Alors ça, au départ, on a eu cette logique-là de dire il nous faut un truc exhaustif. Après, on se rend compte aujourd'hui que, en fonction du niveau de la recherche, quand vous tapez Bordeaux, Paris, Marseille, en fait, avoir l'exhaustivité de l'offre n'est pas si critique que ça. Parce qu'on est dans une logique inspirationnelle. Donc quand vous avez le top 50 d'une destination, il vaut mieux être nickel sur le top 50 qu'être très bon sur les 10 000. Donc nous, on a un peu changé notre travail dans la capacité à aller plus loin sur des données vraiment qui ont une valeur très forte de vitrine de la destination versus le fait d'avoir une profondeur d'offre où même Google n'arrive pas à avoir des horaires à jour. Donc à partir du moment où Google n'arrive pas, c'est un combat que très vite on a décidé de ne pas prendre. Oui, c'est Émeric Tonien, Sales Travel Manager. Merci pour votre présentation. J'ai une question très simple. À titre personnel, j'ai organisé mes vacances avec ChatGPT. Un séjour au Cambodge, ça s'organise très bien avec ChatGPT, malgré les horaires évidemment qu'on peut mettre à jour quand on est sur place. En quoi l'agent IA va donc pouvoir donner la différence ça m'intéresse beaucoup à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Voilà, comment l'agent IA va pouvoir donner cette différence par rapport à un agent conversationnel ChatGPT. Merci. Je crois que ça va se jouer sur le stock, la disponibilité des packages et des prix. Parce qu'à partir du moment où vous allez aller au Cambodge, il y a deux possibilités. Soit vous y allez vous-même. Donc il y a toute une gamme de gens qui prend Airbnb, prend par eux-mêmes, etc. Et en fait, il y a encore 50% des gens qui vont dans des agences de voyage physiques. Ça, c'est assez surprenant. Enfin, moi, ça m'a toujours surpris. Et donc, en réalité, les agences de voyage physiques et les call centers de Leclerc Voyage, Carrefour Voyage et le camping, 95% des réservations de camping se font en direct. Donc, tous ces acteurs-là, ils ont besoin de promouvoir finalement leur offre. Et donc, même si eux, ils ont intérêt à être visibles sur ChatGPT pour dire, en ce moment, il y a une offre top pour partir en Tunisie 3 jours. Mais l'objectif, c'est très clairement pour eux de capter dans une logique conversationnelle sur leur site la première recherche et ensuite de plus le lâcher. Et là où c'est intéressant, c'est que là, dorénavant, ils peuvent aller le prendre une première fois sur le site, l'amener sur un WhatsApp, continuer à être dans son itération de préparer son voyage, lui dire « Ah tiens, il y a un prix qui vient de sortir » et déclencher l'acte d'achat. On a vu qu'on n'est pas dans de l'achat impulsif. Un ChatGPT se concentre moins aujourd'hui sur la résa. Ça changera peut-être. Mais là, son enjeu, c'est l'inspiration. Et donc, ils ne sont pas en frontal pour le moment de ChatGPT avec tous les tours opérateurs. Donc, je pense que pour le moment, ces acteurs-là n'ont pas le même combat que ChatGPT. Par contre, bon, ça pourrait arriver un jour ou l'autre. Et dans ce cas-là, on arrivera sur des logiques d'affiliation ou d'autres systèmes. Merci. On arrive. Alors, s'il y a une dernière question, il faut qu'elle soit très rapide. Il reste 2 minutes. Très rapide. Merci Arwan pour cette présentation. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Agentic AI, donc l'AI qui prend des décisions, donc différentes de l'AI générative, et également du nouveau format de Google qui permet de payer directement, d'avoir des agents qui payent directement à notre place. Tu as évoqué le sujet des data dans le secteur du tourisme, particulièrement en Europe et en France, qui sont aujourd'hui, on va dire, très déstructurés. Est-ce que tu penses que justement les acteurs du tourisme aujourd'hui ne vont pas devoir se mettre au diapason pour trouver des formats communs pour justement avoir plus de chiffre d'affaires et plus de conversion? Ça aiderait, ça c'est sûr. Maintenant, s'ils ne l'ont pas fait jusque-là, est-ce qu'ils vont réussir à le faire et à prendre conscience d'eux? Je pense que nous, on doit avancer avec cette contrainte de dire que la data est déstructurée. L'intérêt de l'IA, c'est qu'elle arrive cette fois-ci à traiter des données déstructurées. Donc quand même, dans les call centers, on a des gens qui, plutôt que noter, par exemple, dans des fichiers, mettaient dans des champs commentaires l'information du client. Jusque-là, c'était inexploitable. Aujourd'hui, maintenant, la donnée structurée dans des champs commentaires s'exploite. Donc il y a, selon moi, un des combats, c'est en fonction des projets, genre on prend la réservation, l'enjeu, c'est de savoir quelle est la data qui va être utile. Parce que moi, ce que je déconseille à des clients, c'est de dire, allez, on va faire un gros projet de refonte data, on va faire un data lake, et puis une fois qu'on sera prêt dans 2 ans, on fera l'IA. Sauf qu'en réalité, il n'y a peut-être que 20% de la donnée qui est utile pour couvrir les besoins IA. Donc, il vaut mieux partir du besoin, se dire quelle est la data utile, et si elle n'est pas déstructurée, comment elle est exploitable par l'IA, ou comment on peut la réindexer.
Et aujourd'hui, il y a des systèmes d'IA très très forts pour taguer et indexer la data. Donc je pense que la data et l'IA vont devoir changer leurs habitudes de travail. Et puis et voilà. pour Merci. les 2 minutes. Je ne sais pas si vous nous entendez encore. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Erwan. Merci à toi et bravo.